L'émission de France 2 du 3 octobre 2011, Un œil sur la planète, sous-titrée « Un État palestinien est-il encore possible ?», a présenté du conflit israélo-palestinien une image déséquilibrée. Le film que vous allez voir analyse plusieurs épisodes où le magazine de France 2 a distordu l'histoire du conflit et la réalité sur le terrain. Dans une démocratie, les citoyens ont le droit de critiquer. Ils ont le devoir d'argumenter leurs critiques. Notre film porte l'espoir d'un avenir où l'État d'Israël et l'État de Palestine pourront vivre l'un à côté de l'autre une paix fondée sur la compréhension mutuelle. Celle-ci exige la vérité. « 3 octobre 2011, 22h45. France 2 diffuse le magazine Un œil sur la planète, intitulé « Un État palestinien est-il encore possible ?» 760 000 téléspectateurs, 2h04 d'antenne, France 2 affiche une vérité, une seule, celle des Palestiniens. Et dès la 27e seconde du magazine, générique compris, le présentateur Étienne Lénart, d'un ton assuré, énonce son premier mensonge par omission. Y aura-t-il un jour une Palestine libre aux côtés d'Israël? Les Nations Unies l'avaient prévu. C'était en 1947 au moment de la création de l'État hébreu. Mais le partage n'a pas eu lieu et chacun porte une responsabilité dans cet échec. Le 29 novembre 1947, le plan de partage de la Palestine est voté à l'ONU. Bien que très en dessous de ses espérances, le mouvement sioniste accepte ce plan. Cet État juif n'est pas viable, il est dérisoire, il est vulnérable, il est loin des espoirs sionistes. Tel qu'il est cependant, il est l'accomplissement d'un rêve millénaire. Les Juifs sont souverains sur leur terre. Pour les Arabes, c'est le refus immédiat, définitif du compromis. L'histoire est très claire. Acceptation du plan de partage par les Juifs, rejet complet par les Arabes. Et donc dire aujourd'hui que les responsabilités sont partagées, c'est tout simplement faux. Renvoyer dos à dos les deux parties est une contre-vérité. Un œil sur la planète revisite l'histoire à travers le regard palestinien. Et là, le raccourci me paraît effectivement être un petit peu problématique, dans la mesure où il dissimule quand même le fait que, initialement, au départ, ce sont bien les Palestiniens qui rejettent le plan de partage. L'approche simpliste, partielle et souvent partiale de cette émission a déclenché une très vive polémique. Les journaux se sont fait l'écho du malaise qui régnait au sein des amis d'Israël, obligeant le président du CRIF à réagir dans une lettre adressée à la direction de France Télévisions. Des voix se sont élevées pour défendre France 2, mais ces voix sont venues essentiellement des sites radicaux pro-palestiniens. On ressort les caricatures immondes venues d'un autre temps. Quoi? La neutralité, l'objectivité supposée du travail des journalistes de France 2 aurait-elle été prise en défaut? Sur le site de France Télévisions, pas de commentaires. Mais par contre, l'association France-Palestine Solidarité relaye le communiqué de la Société des journalistes de France 2 qui déclare « Aucun détracteur n'a été en mesure de pointer la moindre erreur factuelle dans les reportages, les plateaux ou les interviews. » Par ailleurs, la Société des journalistes ajoute qu'un travail journalistique rigoureux n'appelle aucune excuse. N'y a-t-il pas confusion d'intérêts entre professionnels de la cause palestinienne et journalistes professionnels lorsque, cerise sur le gâteau, Patrick Boitet, le rédacteur en chef du magazine Un œil sur la planète, écrit aux militants pour les remercier de leur soutien. Il déclare ainsi sur le site radical Euro-Palestine. C'est avec un retard, dont je vous prie de bien vouloir m'excuser, que je veux vous remercier de votre soutien. Après 2 semaines de polémique, les détracteurs de notre émission sur la Palestine sont bien en peine de pointer la moindre erreur factuelle. Fin de citation. Nous allons donc, preuve à l'appui, démontrer le contraire. Erreur factuelle ou mensonge par omission? Ne pas tout dire, c'est ça, la vraie désinformation. Des coureurs automobiles s'affrontent. Des virages qui en rappellent d'autres. Printemps 2002, en pleine intifada, des chars israéliens entrent dans la pelouse. Ainsi, dans son commentaire, cette journaliste expérimentée n'hésite pas, par un effet d'image et d'écriture,
à gommer les raisons de l'opération israélienne. Pourquoi faire des chars dans la pelouse? Dans une émission de 2h04, n'y avait-il pas la possibilité de rappeler les raisons de l'intervention israélienne? Alors oublier l'attentat du Parc Hôtel survenu 2 jours auparavant? Oui, oublier qu'un soir de Pessah 2002, 29 personnes ont trouvé la mort, 140 ont été blessées à Netanya. Alors, ce qui m'a frappé dans le reportage, c'est la sympathie, la chaleur de l'engagement pour la cause palestinienne. Et je le dis en toute clarté, c'est normal, c'est justifié. Je ne fais strictement aucun reproche à ce parti pris-là, parce que de nos jours, dans la situation actuelle, il est vrai que la cause palestinienne, quand elle revendique un État à côté d'Israël, a plus de sex appeal, si j'ose dire, que la cause israélienne. Bonsoir. C'est un véritable choc d'arriver à Ramallah, la capitale économique de la Cisjordanie. On était habitué à des images de chaos, des images d'affrontements, elles ont quasiment disparu. Il y a dans la manière dont le reportage est présenté, et surtout la première partie, il y a quelque chose qui ressemble, ni plus ni moins, qu'à ce qu'on appelle en littérature un récit d'édification, c'est-à-dire qui est censé inspirer la vertu et inspirer la piété. Il y a quelque chose, je dirais, de très angélique, et alors là, de deux choses l'une. Ou bien ils le savent, ils en sont conscients, mais bien entendu, ils ne l'assument pas ouvertement parce qu'on est dans une télévision publique et parce qu'un journaliste est censé être objectif. Et là, je dirais qu'il y a un petit problème peut-être de déontologie. Ou bien ils ne s'en rendent pas compte, et là je dirais que c'est très grave. Ramallah est dirigé par une administration très compétente qui veut en faire la vitrine de toute la Palestine. Ramallah, la capitale économique, en est sa vitrine. Une frénésie immobilière s'est emparée de cette ville, un boom sans précédent. À un moment, le commentateur dit Ramallah, c'est la vitrine de l'autorité palestinienne, et c'est vrai qu'ils l'ont conçu comme ça, et pourquoi pas, et très bien, et tant mieux. Mais d'une certaine manière, ce reportage, c'est la vitrine de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire comme si l'un se renvoyait à l'autre finalement la même tâche. On pourrait croire, à ce stade du reportage, que l'occupation israélienne a disparu du discours très marketing des Palestiniens. Mais la journaliste se charge rapidement de rectifier le tir. Dans cette nouvelle Palestine, personne n'oublie la réalité de l'occupation. On espère qu'ils réussiront à installer la paix et à nous créer un État, une Palestine libre qui ne soit pas victime d'agressions israéliennes à toute heure. Un État, ça veut dire la sécurité. Aujourd'hui, on peut tomber sous les balles de l'armée israélienne dans la rue sans avoir rien fait. Mensonge. Il n'y a pas eu une seule victime civile en Cisjordanie depuis la fin de l'intifada. Les territoires palestiniens comportent 3 zones, A, B et C. La zone A, ici en vert, comporte les 5 grandes villes dont Ramallah. Voici donc une zone sous complète autonomie palestinienne. L'armée israélienne s'est retirée de la zone A depuis la fin de l'intifada et reste à l'extérieur des villes. Encore une erreur factuelle. Nous sommes ici au commissariat de la ville de Sderot avec cette exposition un tout petit peu particulière, vous le voyez, cette collection des roquettes, il y en a des dizaines qui sont tombées ces derniers mois et ces dernières années sur la ville. Ces attaques, elles font souvent des blessés, parfois des morts, et elles sont évidemment inacceptables. Mais il faut dire aussi que ces tirs palestiniens sont la conséquence des raids israéliens et du blocus imposé par Israël sur la bande de Gaza. Faux, toujours faux. En feignant de tenir un discours équilibré, Étienne Lennart reprend à son compte la propagande palestinienne qui transforme l'agresseur en agressé. Pour accréditer cette thèse, France 2 offre micro et caméra à Mahmoud Zahar, l'un des rédacteurs de la charte du Hamas. À l'article 7 de cette charte, on peut lire « Le mouvement de la résistance islamique aspire à la réalisation de la promesse d'Allah, quel que soit le temps que cela prendra. Le prophète, qu'Allah le bénisse, a dit « Le jour du jugement dernier ne viendra pas avant que les musulmans ne combattent les juifs. Quand les juifs se cacheront derrière les rochers et les arbres diront « Ô musulmans, ô Abdallah, il y a un juif derrière moi, viens le tuer. »
Seul l'arbre du Hargad ne le dira pas, parce que c'est un arbre des Juifs. Au moins, c'est clair. Dans cette charte, il s'agit bien d'action, à savoir l'assassinat des Juifs, et pas du tout de réaction. Si les Israéliens nous attaquent, oui, c'est utile. C'est une sorte d'autodéfense. Ce n'est pas notre intention, mais comprenez, lorsqu'il y a une trêve, si les Israéliens nous attaquent, nous réagissons. C'est donc une réaction, pas une action. Les tirs de roquettes ne sont pas la conséquence des raids israéliens ni du blocus, mais bien de la volonté du Hamas de frapper des civils. Il faut rappeler que le premier tir de roquettes date du 16 avril 2001, lors de la deuxième intifada. En août 2005, les habitants juifs de la bande de Gaza sont expulsés par l'armée israélienne. À partir du 12 septembre 2005, il n'y a plus un seul Israélien dans la bande de Gaza. Le soir même, les synagogues sont saccagées et incendiées. Les brigades Azedine al-Qassam sont la branche armée du Hamas. Leur seul objectif, c'est la destruction de l'État d'Israël. Devant les caméras, ils se font passer pour des résistants qui luttent contre l'invasion de leur territoire par un ennemi qui, en réalité, a déjà de lui-même quitté ce territoire depuis plusieurs années. Les Juifs avancent en permanence dans ces régions et nous sommes installés ici afin de répondre à toute attaque ou agression qu'ils pourraient perpétrer. Nous sommes là, tel un mur inébranlable face à l'agresseur. Le reportage est signé Katia Clarins et Valérie Lucas. C'est l'unique entrée vers Gaza depuis Israël. Et elle donne le ton. Katia Clarins connaît bien Gaza. Un tunnel cage. En avril 2011, elle publie Une saison à Gaza, voyage en territoire assiégé, où elle raconte son immersion dans une famille palestinienne avec laquelle elle est entrée en empathie. Katia Clarins rappelle l'enlèvement de Gilad Shalit. Elle n'hésite pas à dénoncer le régime autoritaire du Hamas. Elle montre même un opposant qui ose s'exprimer. Parle des missiles Grad, importés par les tunnels, et filme même l'hôtel de luxe aux 5 étoiles de Gaza. Elle va à contre-courant du discours misérabiliste des pro-palestiniens lorsqu'elle parle des 300 camions qu'Israël laisse entrer par jour, quand elle filme le centre commercial débordant de produits de consommation. Un contre-courant surprenant. Mais lorsqu'elle traite de la sécurité d'Israël, les mots claquent et ne disent plus la vérité. Le territoire, déjà cerné par un mur et des miradors, s'est vu imposer par l'armée israélienne une nouvelle zone tampon. Un no man's land de 300 mètres de profondeur, rasé par les bulldozers de l'armée israélienne, qui tire à vue sur quiconque y pénètre. Des tirs, il y en a régulièrement. La zone tampon abrite près d'un tiers des terres agricoles de la bande de Gaza. Faux, la zone tampon ne représente certainement pas un tiers des terres agricoles. C'est beaucoup moins, puisqu'en largeur, cette zone tampon ne dépasse pas 300 mètres de profondeur. Regardez en haut, à gauche de l'écran, prenez l'échelle, vous pouvez vous rendre compte combien représente 8 km sur la carte. Voici donc, en étant très large, la réalité de la zone tampon à Gaza. Ces terres sont leur unique moyen de subsistance. Alors malgré le danger, ils doivent y pénétrer pour planter ou récolter. L'armée israélienne peut alors tirer à vue. Tirer à vue signifie tout simplement tirer sans sommation. Pour étayer ses propos, la journaliste n'hésite pas à utiliser un document de propagande d'une ONG, soi-disant internationale, qui veut faire passer des tirs de sommation en l'air pour des tirs à vue. S'ils ne sont pas armés, il y a des tirs de sommance pour leur signifier de ne pas s'approcher parce qu'ils sont trop proches, ils sont sur une zone militaire et qu'il est devenu parce que le gouvernement de Gaza est un gouvernement terroriste. Malgré les annonces, l'armée ouvre le feu. En réalité, il s'agit d'un montage grossier. En off, on entend des coups de feu, mais il n'existe pas d'image de soldats tirant sur ces militants. Dans ce cas, France 2 ne suit pas les instructions de sa charte de déontologie. Entrons dans le détail. Au chapitre 4, intitulé « Les sources d'information et leur qualité », il est expressément précisé
Il importe, avant la diffusion, de connaître la crédibilité et l'autorité de la source, son intérêt dans la publication de l'information, l'implication de la source, directe ou indirecte, et ses motivations. L'ISM est une organisation qui n'est pas internationale, contrairement à ce qu'elle prétend. C'est une organisation palestinienne créée par des Palestiniens, gérée par des Palestiniens, et elle a été impliquée dans des incidents terroristes plusieurs fois dans le passé, notamment en étant en contact très très étroit avec 2 kamikazes importés d'Angleterre. Elle n'est pas pro-palestinienne, elle est palestinienne, anti-israélienne. Et alors, évidemment, il faut savoir ce que c'est, cette organisation, avant de prendre comme de l'argent comptant tout ce qu'ils disent et tout le matériel qu'ils diffusent. Autrefois, une rivière coulait au milieu du village. Mais aujourd'hui, pour boire de l'eau, il faut l'acheter à la compagnie d'eau israélienne. Dans ce reportage, on zappe, on oublie totalement de vérifier les informations. Vérifier les informations, lorsque j'ai vu ce paysan qui expliquait qu'on ne lui donnait pas suffisamment d'eau et qu'il devait acheter de l'eau. Il y a dans le monde arabe une attitude vis-à-vis de l'eau qui est très différente de celle en Israël parce qu'on n'achète pas l'eau. Alors lorsqu'il dit qu'il faut acheter de l'eau à Mekorot, c'est tout à fait logique puisqu'il y a une coopération entre le gouvernement palestinien et le gouvernement israélien et le gouvernement israélien fournit de l'eau de façon régulière aux Palestiniens. Valérie Offenberg a voulu revoir et corriger un œil sur la planète. Pendant 2 ans, au ministère des Affaires étrangères, elle a été à l'origine de projets innovants au Proche-Orient, justement dans le domaine de l'eau. À 1 kilomètre du campement, la station de pompage israélienne dont les Bédouins ne peuvent pas profiter. Regarde, l'eau est là. Tu l'entends? Ça chante dans nos oreilles. Mais moi et mes enfants, on n'a pas le droit de la boire. Un accord engage les Israéliens à fournir 31 millions de mètres cubes par an aux Palestiniens. Et dans les faits, Israël aujourd'hui fournit près de 61 millions de mètres cubes aux Palestiniens, soit le double. Donc ce sont des informations réelles, factuelles, et qui contredisent totalement les informations qui ont été données dans ce documentaire. En plus des colons dans la vallée du Jourdain, il y a aussi des zones de tir pour l'armée et des réserves naturelles contrôlées par Israël. Aux Palestiniens, on rationne l'eau et on interdit de construire. Je me suis entretenue avec Étienne Elnart et je lui ai dit « Mais vous ne montrez pas le point de vue des Palestiniens, vous montrez le point de vue que vous avez du conflit et vous êtes allé chercher des informations qui confirmaient ce que vous pensez. La preuve en est, je leur ai dit « Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé demander aux Israéliens ?» Et ils ont convenu qu'ils avaient beaucoup de mal à imaginer qu'il y avait une bonne volonté du côté israélien de fournir de l'eau du côté palestinien. Il existe aux États-Unis un lobby pro-israélien très puissant. Quel est son véritable poids? Regardez l'enquête d'Estelle Loussoufa et Christophe Aubert. Lobby pro-israélien, lobby juif, aurait pu dire Étienne Lennart. L'angle du reportage, lui, est pourtant clairement affiché. France 2 ouvre maintenant une sorte de page spéciale dans cette émission spéciale, avec cette promesse en début de sujet, on va lever le voile sur une puissance occulte. L'AIPAC siège dans ses bureaux flambant neufs à Washington. Depuis plus de 40 ans, ce lobby défend les intérêts de l'État hébreu aux États-Unis. Dans un pays où les campagnes électorales coûtent cher, aucun politicien américain ne peut faire l'économie du soutien financier de l'AIPAC. La position d'un élu sur la question israélienne détermine la générosité du lobby. N'importe quel politicien américain sait que s'il appuie la politique israélienne, s'il ne la remet pas en question, il sera récompensé par de généreuses contributions pour sa campagne électorale que l'AIPAC ou d'autres organisations vont faire distribuer. Soit on soutient Israël parce qu'on est un fou de Dieu, parce qu'on est un illuminé, parce qu'on est un protestant évangélique, etc. Et bien sûr qu'il y en a, et bien sûr qu'ils ont de l'influence, et il fallait bien sûr donc en parler. Soit on est pro-israélien parce que pour aller vite, on est payé par le lobby pro-israélien. En gros, on a le sentiment que les congressistes n'auraient rien demandé d'autre que d'être pro-palestiniens, mais ils en sont empêchés par l'argent qui coule à flot et dont ils ont besoin pour la campagne électorale.
Cette thèse d'une position américaine fondée exclusivement sur des calculs électoraux, sur des influences, au détriment du bon sens et de l'intérêt national américain, est évidemment contestable. Elle renvoie de plus à l'idée d'ennemi intérieur ou à minima de double allégeance. Cette présentation des choses pour un public français peu familier ou fasciné du jeu des lobbies aux États-Unis amène le téléspectateur à penser qu'une puissance occulte tire les fils du pouvoir politique grâce à sa puissance financière. Ainsi, le lobby israélien, donc le lobby juif, ferait et déferait la politique américaine, tiendrait entre ses mains la présidence. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est l'idée que les Juifs sont les maîtres du monde, et cela remonte au début du XXe siècle, sinon davantage. On pense au protocole des sages de Sion. Mais ce que veut dire en somme cette attaque contre les Pâques, c'est que les Juifs américains sont les responsables de la politique des États-Unis vis-à-vis d'Israël. Mais il est évident qu'il y a beaucoup d'autres intérêts qui entrent en jeu dans l'attitude de Washington vis-à-vis d'Israël. Et qu'il y a à la fois des considérations économiques, des considérations militaires, des considérations politiques, et aussi, il ne faut pas oublier, une sympathie profonde à l'intérieur de la population américaine envers Israël. C'est un fait. Alors on peut le déplorer, on peut l'applaudir, mais c'est un fait, on ne peut pas éviter de le constater. Et il existe de l'autre côté des lobbies qui vont à l'encontre, comme par exemple le lobby pétrolier qui rassemble tous ceux qui militent en faveur d'un rapprochement avec les pays arabes. Ainsi, Estelle Youssoufa oublie de préciser qu'il existe un lobby arabe-américain extrêmement puissant, c'est peu de le dire. Jetons un œil sur la planète des 10 lobbies les plus importants aux États-Unis. L'Arabie saoudite, sur la plus haute marche du podium avec près de 100 millions de dollars, distribués sur 10 ans. Puis viennent les Émirats arabes unis, l'Irak, le Maroc et la Turquie. Ce rapport fusionnel entre l'Amérique et Israël... En 1985, James Zogby a fondé l'Arab American Institute. C'est cet organisme qui a fait la promotion du livre polémique de Mearsheimer et Walt, Le lobby israélien et la politique étrangère américaine. Avec le professeur John Mearsheimer, il considère que l'influence du lobby est parfois contraire aux intérêts stratégiques des États-Unis. France 2 a terminé le travail. À CNN, le présentateur vedette Wolf Blitzer décroche régulièrement des exclusivités sur Israël. Son réseau de contacts est exceptionnel. Il faut dire que ce journaliste, a priori neutre, est un ancien membre de l'AIPAC. Il a pu y peaufiner son carnet d'adresses. Puisque Estelle Youssoufa n'hésite pas à dénoncer ses confrères, nous avons voulu savoir si elle était a priori neutre. Estelle Youssoufa est l'ancienne correspondante à Paris d'Al Jazeera en anglais. Elle a travaillé un temps pour iTélé et LCI, puis par la suite elle a rejoint Al Arabiya à Dubaï de 2006 à 2008. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Cette émission porte bien son nom, un œil et pas deux sur la planète. Et c'est à Hébron que le regard unilatéral des reporters de France 2 atteint son paroxysme. L'histoire commence en 67 pour Alexis Montchauvet. Il n'hésite pas à faire abstraction de plusieurs millénaires de présence juive à Hébron. Fort de cet attachement biblique, des colons se sont installés à Hébron dès 1968. Hébron, en français, ou Hebron en hébreu, est une ville juive depuis près de 4000 ans. Il y a eu une seule période dans l'histoire où il n'y a pas eu de juifs à Hebron, ça a été pendant une courte période de quelques décennies, entre 1929 et 1967. Pourquoi ? Parce qu'en 1929, il y a eu un pogrom par Hajj Amin al-Husseini, où 67 juifs ont été massacrés dans les conditions les plus barbares. Mais présenter les juifs de Hebron comme des colons, encore une fois, c'est une aberration historique. Quand on avait encore des vitres ici, tous les jours, ils lançaient des objets pour les casser. Et le verre tombait dans la nourriture. Ils ont décidé de prendre parti. Donc c'est du parti pris, c'est de la mise en scène, et c'est oublier également que lorsqu'on parle de morceaux de verre dans la nourriture, on ne parle pas des bébés qui sont assassinés à bout portant par les Arabes palestiniens. Et ce sont des choses qui ont eu lieu, mais cela, ils n'en parlent pas.
Et c'est la raison pour laquelle nous sommes retournés après la diffusion de ce magazine à Hébron, Caméra au point. Et là, nous avons interviewé Noam Arnon, le porte-parole des résidents juifs. Lui, il a la mémoire des événements en tête. Lui, il n'oublie rien. À partir des accords d'Oslo, quand on a confié le contrôle de Hebron à l'autorité palestinienne, ils ont commencé à tirer sur nous. Nous avons dû déplorer plusieurs victimes, dont un bébé, une petite fille. Shalevet Pass, 6 mois, a été assassiné dans les bras de son père d'une balle en pleine tempe le 26 mars 2001 par un sniper utilisant un fusil à lunettes. Pour atteindre sa cible, l'assassin a dû posément viser la tête de l'enfant. Alexis Monchauvet n'a pas jugé utile de le rappeler. Il s'est focalisé sur une famille palestinienne dans le vieux Hébron et n'a pas porté de regard sur l'ensemble de la ville. Il ne dit pas que le quartier juif de Hébron ne représente que 3% de la superficie de la ville. Tout autour, 150 000 Palestiniens, parfaitement libres de leurs mouvements, jouissent d'un bon niveau de vie et ne croisent jamais un juif. Dans la vie quotidienne, on n'en voit jamais. Parfois, on oublie même qu'ils sont là. En réalité, ce sont les Juifs qui vivent parqués à Hébron. Ce sont les Israéliens qui ont l'interdiction formelle de sortir d'un quartier constitué juste de quelques rues. Si des magasins arabes ont été fermés, c'est afin de créer une zone tampon pour éviter tout affrontement. Alexis Monchauvet, prix Albert Londres 2008 pour son documentaire Rafah, chronique d'une ville dans la bande de Gaza, a remarquablement suivi la ligne éditoriale de cet œil posé sur la planète. Car il s'agit bien ici de cela. Surtout, ne pas confronter les versions, ne pas croiser les regards. C'est un reportage complètement unilatéral. Je suis convaincu que si les téléspectateurs avaient pu voir la réalité, ils auraient au moins compris qu'il y a deux parties dans le conflit. Mais ils n'ont pas pu voir la réalité. La mosquée est coupée en deux ici. Une moitié pour les juifs et une moitié pour les musulmans. De l'autre côté, c'est pour les juifs. Ça n'ouvre que pour les fêtes religieuses. Une mosquée, le tombeau des patriarches? Pas seulement. C'est aussi une synagogue, deuxième lieu saint du judaïsme après le mont du Temple. La synagogue, construite à l'époque d'Hérode par les Juifs, a été transformée en mosquée, en église, puis de nouveau en synagogue selon les guerres. Aujourd'hui, le tombeau des patriarches est un lieu de prière permanent. Il accueille parallèlement juifs et musulmans. Si le caractère sacré d'Hébron est cher aux juifs et aux musulmans, que dire de Jérusalem? Ville 3 fois sainte et objet de toutes les convoitises. Depuis, l'État hébreu installe des colons à Jérusalem-Est. Ils sont près de 200 000 aujourd'hui, presque autant que les Palestiniens. L'objectif avoué d'Israël, renverser le rapport démographique en faveur des Israéliens et empêcher à jamais que la ville sainte soit à nouveau divisée. Effectivement, Jérusalem est réunifiée depuis 1967. Seulement, Alexis Monchauvet se trompe encore en oubliant de rappeler que la présence juive a été ininterrompue pendant 3000 ans à Jérusalem, sauf de 48 à 67. Depuis le 19e siècle, les Juifs sont majoritaires dans la ville. En 1880, Jérusalem comptait 31 000 habitants, dont 17 000 Juifs, 8 000 musulmans et 6 000 chrétiens. Entre 1800 et 1947, la population musulmane a quintuplé, le nombre de chrétiens a triplé et les résidents juifs approchent les 100 000 habitants. En 1948, les Jordaniens ont expulsé les Juifs de la vieille ville. Ils ont incendié les synagogues et transformé le mur des lamentations en latrines et dépotoirs. Depuis 1967, la liberté de culte est garantie à toutes les religions et les musulmans gèrent l'esplanade des mosquées de façon autonome. Il manque aussi dans ce reportage une donnée statistique essentielle. Le nombre d'Arabes ne cesse d'augmenter à Jérusalem. En valeur absolue, mais aussi proportionnellement, ils représentaient 25% de la population de Jérusalem en 1967. Ils sont plus de 34% aujourd'hui. Là encore, il y a des statistiques.
qui sont à la disposition de tout le monde. Tout est tout à fait transparent. Et c'est pour ça que dire le contraire des faits connus, reconnus et vraiment incontestable, cela relève d'une certaine malhonnêteté intellectuelle. France 2 ne montre pas non plus que les Arabes de Jérusalem jouissent d'un bon niveau de vie. Ils fréquentent librement les centres commerciaux de Jérusalem-Ouest, libres d'étudier à l'université et de se faire soigner dans n'importe quel hôpital de la ville. Et d'ailleurs, tous les sondages montrent qu'une majorité des Arabes de Jérusalem préfèrent vivre sous souveraineté israélienne que palestinienne. Le journaliste de France 2 aurait pu très facilement le vérifier sur le terrain. Je suis sûr que le côté israélien est beaucoup mieux. Quoi? Du point de vue économique, travail, sécurité sociale et plein de trucs. France 2 ne montre de la présence israélienne en Cisjordanie que le mur, né avec les attentats suicides de la deuxième intifada. Depuis la construction de ce mur, les attentats ont été stoppés. À aucun moment, les téléspectateurs ne sauront que la plupart des barrages ont été levés, comme vous pouvez le voir sur ces images, et que toutes les routes sont accessibles aux Palestiniens. La cohabitation entre Juifs et Arabes est complètement occultée, alors même que des milliers de Palestiniens et d'Israéliens se côtoient chaque jour. Caméras de surveillance, postes d'observation, les colonies sont des camps retranchés. Faux, encore faux. Pour contourner le boycott des produits israéliens instauré par leur gouvernement, les Palestiniens se rendent dans les supermarchés des implantations voisines, comme c'est le cas ici au Rami Levi de Kohav Yaakov, situé à côté de Ramallah, dans la banlieue de Jérusalem. Écoutez la réaction d'un habitant de Ramallah venu en voisin. Arabes, juifs, musulmans, chrétiens, c'est pas mon problème. Ce qui est mon problème, c'est qu'il me reste de l'argent dans ma poche, pas vrai? Mais pour France 2 et ses conseillers, le vivre ensemble est impossible. Au fait, qui sont ces conseillers? Pour réaliser cette émission spéciale, France 2 s'est entouré d'un certain nombre d'experts. Ils sont ici remerciés dans le générique. Dominique Vidal, membre du Bureau national de France-Palestine Solidarité. Elias Sambar, représentant de l'autorité palestinienne à l'UNESCO. Jean-Claude Lefort, président de l'association France-Palestine Solidarité. L'association France-Palestine Solidarité, la FPS. Nadia Sartawi, directrice des relations publiques du Conseil législatif palestinien. Henri Lorenz, historien, auteur de La question de Palestine. Haïl Al-Fahoun, délégué général de la Palestine en France. Tagrid Senouar-Schwartz, conseillère à la mission France-Palestine. Ziad Klotz, négociateur de l'OLP. Voilà donc des professionnels de la cause palestinienne, conseillers spéciaux de journalistes professionnels. Conférences de rédaction, angle des sujets, personnes à interviewer et lieu de tournage, ils ont bien travaillé, ensemble. Ce numéro d'Un œil sur la planète n'est pas près de tomber dans les oubliettes de l'histoire des documentaires télévisuels. Depuis sa diffusion, il a été récupéré par les organisations pro-palestiniennes régulièrement projetées lors de réunions publiques. Un bel outil de com fabriqué par France Télévisions. Dans toutes ses émissions, dans tous les services qu'elle offre, France Télévisions assure le pluralisme de l'information et l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité, de traitement et des recommandations du CSA. Ces programmes garantissent l'expression de tendances de caractères différents dans le respect de l'impératif de